alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi il y a quelques semaines qui ai sorti une vidéo justement sur les dangers du sucre pour la santé de l'être humain? Ah, c'est bon cette merde. Si d'ailleurs, j'ai bel et bien fait cette vidéo sur le sucre, mais on pourrait dire que j'ai trouvé comme un antidote. L'antidote, ou même comment vous rendre ce poison utile dans la vie de tous les jours. Bon, avant de commencer, on va faire quelques rappels sur la vidéo précédente concernant le sucre, et pour les gens qui ne l'auraient pas vu. Et ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, je vous incite à aller la voir juste après avoir terminé celle-ci, le watch time avant tout. On avait parlé dans cette vidéo du comportement de la glycémie suite à une consommation de sucre ou de glucides indice glycémique élevé, et également du comportement donc de l'insuline, qui est souvent produite de manière un petit peu abusée en réponse à des pics de glycémie un petit peu trop importants. On avait également parlé du lien entre l'insuline et le cortisol, comme quoi la consommation de sucre, ça pouvait devenir un stress pour le corps. Et même pire, on avait parlé du baisse du taux de testostérone chez les personnes qui consomment trop de sucre, et ce sur le long terme, mais également sur le court terme. Bref, grosse parenthèse, on s'arrête là-dessus. Mais du coup le sucre, c'est pas si grave? On peut en consommer sans avoir de problème de santé? Vous l'avez déjà compris, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, pour commencer, de manière générale, qu'on soit bien clair, comme si ça n'était pas assez avec tout ce que je viens de vous dire juste avant, le sucre, c'est mieux d'en limiter sa consommation pour pouvoir espérer rester en bonne santé. Mais, et là c'est là qu'intervient le thème de la vidéo d'aujourd'hui, si vous êtes sportif, ça change un petit peu la donne. Comme vous le savez peut-être, le glucose qui se trouve dans notre sang, c'est la source d'énergie numéro 1 de notre organisme. De mémoire, le cerveau, je crois qu'il consomme environ déjà lui seul 100 grammes de glucose par jour. Et lors d'une activité sportive, vos muscles, c'est aussi le glucose qu'ils vont privilégier pour pouvoir produire leur énergie. Et là, vous me voyez venir, la première source du glucose avant digestion pour le corps humain, c'est quoi? C'est les glucides. Mais là, attention, on parle pas encore de sucre, mais on parle bien de glucides, tout ce qui est pain, pâtes, riz, lentilles, tout ce que tu veux là, ça compte aussi. Les glucides, j'avais déjà fait une vidéo complète sur le sujet, après digestion, ils seront dégradés en glucose qui va pouvoir circuler dans le sang et donc servir à plein de mécanismes dans le corps humain, soit il sera utilisé sous forme d'énergie directement, dépensé par le cerveau, vos muscles, ou encore stocké sous forme de matière grasse ou de glycogène dans les muscles ou le foie. Et de ces glucides, donc avant digestion, on va distinguer les glucides à indice glycémique élevé. Et c'est ceux-là aujourd'hui qu'on va vulgairement appeler le sucre, parce que de toute façon dans le corps humain, ils se comportent plus ou moins de la même manière. Et là maintenant on va prendre un exemple tout bête. On va dire que tu manges une galette de riz soufflé, là, tu vois ce que c'est? Oui, les trucs pas très bons et sans goût, et vu que t'es un peu con, tu la manges toute seule. Donc voilà, galette de riz soufflé, indice glycémique de 82, donc plus que le sucre blanc de table qui a un indice glycémique de 68, ce qui en fait donc un aliment à très fort indice glycémique. Petite parenthèse, de manière générale, quand un aliment glucidique est très transformé, il aura souvent un indice glycémique plus élevé que quand il est brut, etc. quoi. Après, il y a toujours des exceptions, mais t'as compris la règle. Et là, on repart à l'histoire de la galette de riz. Tu la manges, tu tapes 3 crocs, voilà, elle part en digestion, et ces glucides vont être digérés très très vite, du fait de son indice glycémique très fort, on peut le voir à ça. Et donc ta glycémie va augmenter petit à petit, oh non, pas petit à petit en fait, elle va augmenter très très fort d'un seul coup. Et du coup, en conséquence, ton pancréas va devoir bombarder l'insuline pour pouvoir faire rentrer ce glucose dans tes cellules. Parce que oui, il aime pas trop voir ton sang devenir du caramel. Et maintenant, à partir de là, il existe deux cas de figure. Dans le premier cas, vous avez une sensibilité à l'insuline qui est normale, c'est-à-dire que vos cellules vont reconnaître correctement l'insuline, qu'elles vont prendre le sucre sans trop de problèmes et sans trop broncher, et que si elles n'ont pas besoin de sucre, ce sucre va être stocké sans trop de problèmes non plus, soit dans le glycogène, soit sous forme de graisse s'il n'y a plus de place dans le glycogène. Il faut imaginer un petit peu un parking, il n'y a plus de place dans le glycogène, hop, tu vas dans le parking souterrain, c'est les stocks de graisse. Et dans le deuxième cas, vous avez une sensibilité à l'insuline qui est réduite, c'est-à-dire que vos cellules vont un petit peu ignorer votre insuline, du coup votre glucose, soit il va rester dans votre sang, soit en gros c'est votre pancréas qui balance pas assez d'insuline pour que vos cellules fassent rentrer le sucre correctement. Et du coup, conséquence, votre glycémie elle reste au taquet. Et voilà, de toute façon vous l'avez vu, mon titre il est putaclic, les aliments à fort indice glycémique ça sert juste à devenir ou à rester diabétique d'ailleurs. Et de toute façon les sportifs dans ma vidéo on n'en entendra même pas parler. Et c'est maintenant qu'on y vient, voilà, quand tu commences à bien quitter la vidéo, comme ça, je récupère l'intention de tout le monde. Et comme ça on continue tous ensemble jusqu'au bout de la vidéo pour que mes stats explosent. Et je vous ai trouvé en plus de ça 2 études scientifiques qui sont passionnantes, vraiment super intéressantes. Je vous mettrai les sources en description d'ailleurs. Et là on commence directement avec la première étude, très intéressante, qui a été menée sur des étudiants et qui concerne plutôt le premier cas. Premier cas, sensibilité à l'insuline normale. Cette étude, elle a été menée sur 10 étudiants masculins, donc l'échantillon n'est pas énorme, en plus il n'y a pas de femmes, mais on peut quand même tirer quelques conclusions intéressantes de cette étude, surtout vu l'expérience réalisée. Parce que tout simplement, le but de cette étude, c'était de tester les conséquences d'une séance de sport par rapport à la sensibilité à l'insuline du patient. Avant de commencer l'expérience, ils leur ont tous fait passer un test de VO2 max pour connaître un petit peu leur capacité physique et de consommation donc d'oxygène individuellement. Et ensuite, pour cette expérience, les sujets ont été soumis tour à tour et dans un ordre complètement aléatoire à 4 types d'efforts, et ce, à 6 jours minimum d'intervalle entre les efforts. Et ces 4 types d'efforts, c'était les suivants. Un effort à intensité très modérée, à 45% de la VO2 max, et pendant 1 heure non-stop. En gros, du cardio très modéré. Ensuite, deuxième type d'effort, on a fait un effort à 80% de la VO2 max, donc un effort vraiment assez intense, sur 35 minutes non-stop également. Ça pourrait s'assimiler à une endurance d'intensité assez élevée.
Et le troisième effort, c'était des sprints. 4 sprints à intervalle de 4 minutes 30 entre chaque sprint. Donc c'était des sprints de 30 secondes à intensité maximale, entrecoupés de 4 minutes 30 de repos actif. Donc on pédalait doucement, enfin je sais pas sur quelle machine ils l'ont fait, mais en gros un repos actif intensité moins élevée. Donc là c'est des efforts courts, très intenses, qui peuvent s'apparenter à des efforts cardiovasculaires très intenses, mais également du renforcement musculaire. Puisque c'est le but, pousser ses muscles à bout sur un effort très court. Et enfin, le quatrième type d'effort, c'est tout simplement le groupe contrôle. Il y avait une des 4 fois, les étudiants, ils n'avaient rien à faire. Donc en gros, les étudiants, ils vivaient leur vie. Tous les 6 jours, ils faisaient un des 4 efforts qu'on a vus. Soit ils faisaient rien, soit ils faisaient du sport avec les 3 efforts différents, dans un ordre aléatoire, comme on l'a dit. Et 30 minutes après leur séance, ils se voyaient administrer une dose de 0,5 g de glucose pur par kilogramme de poids de corps. Donc là, j'ai pas la précision si c'est par voie orale ou par voie intraveineuse, vous m'excuserez. Donc en gros, le but en leur administrant cette dose de glucose, c'est tout simplement de faire augmenter un maximum leur glycémie. Et pour tirer des conclusions de l'effet du sport sur la sensibilité à l'insuline des patients après l'effort, les chercheurs ils ont testé 30 minutes, 24 heures et 48 heures après l'effort, en faisant à chaque fois des prises de sang, etc., l'indice de sensibilité à l'insuline des patients. Et après, une moyenne a été faite avec chaque type d'effort bien séparé et chaque moment bien séparé également. Et les résultats sont sans appel. En moyenne, un étudiant qui a fait du sport a une sensibilité à l'insuline accrue de 80% par rapport au groupe contrôle, 30 minutes, mais également 24 heures et 48 heures après l'effort. C'est plutôt constant. Mais là, attention, les sprints, qui étaient d'intensité donc très élevée, je vous rappelle, ils ont montré encore plus de résultats à ce niveau-là. Chez les personnes qui ont pratiqué l'activité très intense, en moyenne, on a une augmentation de 142% de la sensibilité à l'insuline par rapport au groupe contrôle. Bon, c'est complètement délirant, ta sensibilité à l'insuline, elle fait x2,5 en gros. Mais ça, c'est seulement 30 minutes après l'effort, parce qu'après les 24 et 48 heures, on a à peu près les mêmes résultats que pour un cardio à intensité modérée et en endurance. Donc là, on peut déjà tirer des conclusions très intéressantes de cette étude. Déjà notamment que les activités cardiovasculaires, parce que là c'est ce qui a été testé, elles aident toutes à la sensibilité à l'insuline jusqu'à 48 heures après l'effort. Donc en gros, ça veut dire que jusqu'à 48 heures après l'effort, votre corps il utilise mieux les glucides qu'il ingérera. Et dans cette lignée-là, on peut rajouter que les efforts très intenses se sont montrés plus efficaces 30 minutes après l'effort pour la sensibilité à l'insuline, sûrement dû à la consommation de glycogène plus importante pour ces efforts-là. Donc là, ça peut soutenir l'idée que les glucides en post-entraînement, même à indice glycémique très élevé, ça peut aider à reconstituer les stocks de glycogène musculaires en ayant une meilleure sensibilité à l'insuline que si on n'avait rien fait. Donc encore une fois, vive le sport. Et enfin, on a cette deuxième étude qui est super intéressante également et je te rassure, qui est moins difficile à comprendre. En fait, c'est pas vraiment une étude, c'est une méta-analyse, donc un regroupement de 26 études, donc là c'est vachement concluant comme truc, qui a regroupé donc 26 études sur les effets du sport sur des personnes atteintes de diabète de type 2. Donc là on parle plutôt du deuxième cas de figure qu'on a vu en début de vidéo là. Une sensibilité à l'insuline qui est réduite, et donc là on va voir les effets du sport sur cette sensibilité-là. En gros, on a voulu mesurer l'effet des efforts cardiovasculaires sur la glycémie moyenne chez les personnes diabétiques. Et pour ça, cette étude, elle a mesuré la HbA1c chez les patients. Oui, bon, j'avoue, je t'ai niqué, c'est mon code Wi-Fi. Ça, c'est juste le nom chiant de l'hémoglobine glyquée. Ouais, bon, c'est chiant aussi. Ouais, c'est assez simple à comprendre, l'hémoglobine, c'est une protéine qui est présente dans les globules rouges, et quand elle est liée à une molécule de glucose dans le sang, on va l'appeler hémoglobine glyquée. Et chez les diabétiques, cette mesure de l'hémoglobine glyquée, elle permet de mesurer l'équilibre, donc en gros si leur diabète se tient bien. Et en plus, c'est une mesure plutôt fiable parce qu'elle permet de mesurer la glycémie moyenne sur les 2 à 3 derniers mois. C'est la durée de vie à peu près d'un globule rouge. Chez un diabétique, si l'hémoglobine glyquée est inférieure ou égale à 7%, ça va. Le diabète est considéré comme équilibré. Et là, on va directement passer aux conclusions de cette méta-analyse. En gros, ils ont remarqué que pour environ toutes les tranches de 30 minutes d'activité physique ajoutée chaque semaine, donc c'est pas énorme, on a une baisse d'environ 0,22% de l'hémoglobine glyquée chez les patients. Et 0,22% sur les 7%, c'est pas mal. Et ils ont remarqué que le meilleur résultat se trouvait environ à partir de 120 minutes d'activité physique cardiovasculaire par semaine. 120 minutes pour les mecs un peu gays en maths, ça fait que 2 heures, c'est pas énorme. Et là on a remarqué une baisse de 0,98% en moyenne, donc c'est-à-dire presque 1%, de la HbA1c, là, le truc bizarre. Et pour en terminer avec cette méta-analyse, on peut tout simplement dire que les diabétiques doivent faire attention à leur activité physique, ils doivent en pratiquer un minimum pour pouvoir un petit peu équilibrer et contrôler leur diabète entre guillemets. Parce qu'à plus de 7% d'hémoglobine glyquée dans le sang, là on a un risque accru de maladies cardiovasculaires et j'en passe. Tous les risques inclus par le diabète en gros. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, on va pouvoir tirer quelques conclusions de ces 2 études qu'on a vues dans la vidéo. Déjà on peut dire que le sport, de manière générale, c'est excellent pour la sensibilité à l'insuline et donc l'utilisation du glucose dans le corps. Puisque dans les 2 études, on a mesuré des marqueurs positifs de santé avec l'activité physique concernant cette glycémie et cette sensibilité à l'insuline. Et pour revenir à cette notion de sucre, parce qu'on n'en a pas tant parlé finalement, on peut dire que après les activités sportives, juste après et même jusqu'à dans les 48 heures après, consommer des glucides glycémiques élevés, c'est un peu moins grave et ça peut même aider à reconstruire les stocks de glycogène musculaire après l'effort. Et ça c'est d'autant plus vrai en post-entraînement, donc le repas qui vient après votre entraînement, surtout après les activités physiques qui sont intenses, la musculation par exemple. Évidemment, cette consommation de glucides glycémiques élevés doit quand même être contrôlée et limitée même pour les sportifs, même si on l'a vu dans certains cas, elle peut s'avérer bénéfique pour l'activité sportive.
Et ben voilà, je pense qu'on a traité à peu près de tout. On n'a pas beaucoup parlé de l'intra-séance, de la consommation de glucides pendant la séance d'entraînement. Si ça vous intéresse, vous le dites en commentaire, je peux toujours ajouter une petite rubrique là-dessus. Et puis surtout, abonnez-vous, lâchez le like, commentez, enfin faites péter la vidéo comme il se doit. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!